L'opinion arrive, au regard du retard que le Cameroun accuse dans le processus de développement, à se demander si le pays n'est pas victime d'une malédiction. Peut-être vaudrait-il mieux adopter cette conclusion pour faire court. Du moment où dans les coutumes locales, même un accident de circulation dont les causes sont bien identifiées est imputé à une malédiction, une force extérieure qui aurait causé la cause. Pris ainsi, la situation que vit le Cameroun en 2026 montre qu'il serait sous l'emprise d'une malédiction qui date et aurait causé des causes dont certaines se répertorient au cours de la période de colonisation, si tant est qu'on considère en être sorti. Les différentes puissances coloniales du Cameroun, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne ont construit une république assise sur deux piliers, la prédation et le silence. Prédation d'un État vache à lait qu'il faut exploiter en surface et en profondeur, racler autant que possible la marmite, silence pour tous ceux qui osaient y voir à redire. Globalement, soit vous participez à la prédation et vous vous taisez, soit vous n'y participez pas et on vous fait taire. Dans tous les cas, il fallait le silence. Selon des historiens, les doctrines françaises de contre-insurrection introduites pendant la guerre d'indépendance ont muté en système de gouvernement après le 1er janvier 1960, quelques mois après l'indépendance. Tandis que les opérations de guerre se poursuivaient dans plusieurs régions du pays, une dictature implacable fut installée. Concentré dans les mains du président Amadou Ahidjo et son entourage, mais appuyé par la coopération et l'assistance technique française, le pouvoir camerounais a recyclé les méthodes guerrières utilisées contre les maquis de l'UPC pour les appliquer à tous les subversifs, c'est-à-dire à tous ceux qui contestaient ou semblaient contester les nouvelles autorités. La surveillance, l'endoctrinement et la répression des populations devinrent des habitudes, et l'exception la règle. Les Camerounais qui s'étaient passionnés pour le projet émancipateur de l'UPC dans les années 1950 furent sommés de rejeter leur mauvais penchant entre guillemets et de transférer leur enthousiasme sur le parti unique d'Amadou Ahidjo, lequel, vampirisant l'héritage UPCiste, s'octroya le titre de pionnier de l'indépendance. Purgé de ces éléments subversifs, appelé à traquer en son sein la moindre déviance, sommé quotidiennement d'oublier ses amours d'antan, le peuple camerounais ne put faire vivre son désir de liberté que dans la clandestinité, dans l'exil ou sur le mode du refoulement. Le phénomène s'observe au même moment dans les autres pays du précaré français. Partout s'installent des régimes à poigne dont la pérennité est assurée par les accords de défense, de coopération et d'assistance technique auxquels leur parrain français les fait souscrire dès leur accession à l'indépendance, à l'époque exacte où se déroule la guerre du Cameroun. Profondément inspirés par les méthodes militaires de l'ex-métropole, ces nouveaux régimes reçurent pour mission, afin de sauvegarder les intérêts français sur le continent, de lutter sans relâche contre leurs ennemis intérieurs, réels ou potentiels, qu'on voulait croire inspirés par les puissances communistes ou, dans certains cas, anglo-saxonnes. C'est un officier du Centre militaire d'information et de documentation sur l'outre-mer qui explique le phénomène dans une étude confidentielle rédigée en 1973, je cite. Formé de personnel transféré de l'armée française, organisé sur le modèle de cette dernière et équipé de matériel cédé par la France, les armées des jeunes États indépendants constituent au début les seuls outils structurés à la disposition des gouvernants. Héritière en quelque sorte des forces françaises d'outre-mer, elle en adopte aussi une partie des missions traditionnelles, tout particulièrement préserver l'ordre public et social issu de l'indépendance et être prête à faire face à la subversion et éventuellement à l'opposition politique. Avec le temps, la véritable mission de ces armées va évoluer, l'ennemi à craindre étant plus au-dedans qu'au-dehors. Dans plusieurs pays, l'armée jouera un rôle capital dans la direction des affaires du pays. Fin de citation. Aujourd'hui encore, l'ennemi du Cameroun officiel ou gouvernant est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les méthodes de répression, brutales à l'époque, sont devenues plus diffuses, sournoises, parfois invisibles, mais bien présentes. Les résultats sont les mêmes, l'exil. Les Camerounais partent, en silence pour la majorité, étant réduits au silence de l'intérieur. Le Cameroun est devenu un fournisseur sans concurrent de la main-d'œuvre à l'extérieur, des réfugiés politiques ou économiques. Malgré le discours d'ouverture, beaucoup de membres de la diaspora sont simplement privés de la nationalité camerounaise du fait qu'ils en ont acquis une ailleurs pour des raisons d'insertion professionnelle ou économique. Désormais, ils doivent se faire délivrer un visa et le payer pour entrer voir la grand-mère au village ou faire le deuil d'un proche, à cause d'une loi du 11 juin 1968 qui peut être relue. À l'intérieur, ceux qui ont une paix relative, ce sont ceux qui mangent et se taisent. Ils ferment les yeux ou détournent le regard, ils savent mais ne disent rien,
parce que la bouche qui mange ne parle pas. Si le Cameroun avait été maudit pour subir la méchanceté du colon, il faut désormais reconnaître que la vraie malédiction réside dans le refus de se défaire de cette malédiction en continuant à faire du silence un système de gouvernement. Mais la logique du silence perdure parce que le pouvoir, c'est aussi l'argent. Et l'argent n'aime pas le bruit.